Alors, quelle est la stratégie des GAFA dans l'e-santé? GAFA, c'est vrai qu'on ne devrait plus dire GAFA, mais enfin bon, l'autre acronyme approprié est absolument imprononçable. Donc, on va s'en tenir là. En tout cas, on parle des géants du numérique avec Bernard Benamou, expert de l'Internet et de sa régulation internationale, fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Également avec nous en visio, Franck Lemeur, président de Tech2Med, qui est un cabinet de conseil dédié aux enjeux de développement des technologies numériques en santé. Bonjour à tous les deux. Bonjour Delphine. Merci de venir nous éclairer sur ce que préparent les GAFAM. Alors déjà, peut-être Bernard, est-ce qu'on pourrait essayer de qualifier l'appétit de ces géants du numérique pour ce secteur de l'e-santé? L'appétit est immense, sachant que par définition, quand vous atteignez les valorisations je dirais, météoritiques de ces sociétés, votre but c'est de trouver de nouveaux marchés. Et donc, par définition, aujourd'hui, pour un Google, pour un Apple, pour d'autres, Facebook et d'autres, le marché de la santé, mais pas simplement du soin, puisque souvent on parle de la e-santé d'un point de vue du soin. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'assurance et le secteur financier autour, effectivement, de la santé qui les intéresse, parce qu'ils ont C'est-à-dire en amont, finalement, du soin? En amont et en accompagnement en termes de prévention. Parce qu'ils savent que plus on est en mesure de prévenir et de modifier les comportements, plus on est en mesure d'économiser sur le soin en aval. Et on le voit en cette période de pandémie, on parle beaucoup de la réanimation qui coûte extrêmement cher. Donc tout ce qui permet d'éviter de l'hospitalisation, du soin lourd, chirurgical, chimiothérapie et autres, par définition, c'est une économie qui peut être hautement valorisable d'un point de vue prudentiel, comme diraient les acteurs de l'assurance. Donc, par définition, pour eux, je pense que c'est plus cet aspect-là, sachant qu'ils disposent, pour Google, par exemple, pour Facebook aussi, évidemment, de données qualifiées sur la santé des individus de manière telle que pour eux, établir un risque, un rating sur le risque santé est quelque chose d'évidemment beaucoup plus simple que pour des acteurs qui seraient totalement étrangers au secteur. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là qui les intéresse que de devenir des compétiteurs du Big Pharma ou des compétiteurs des industries du soin de manière générale qui sont beaucoup plus risquées, beaucoup plus cash intensive, comme on dit en mauvais français. Et donc, je pense que c'est plus cet aspect-là des choses. Ils sont déjà présents. Ils savent qu'il y a un marché phénoménal. Phénoménal. Il y a une étude remarquable que je recommande à tous. Et a priori, ils sont les mieux positionnés pour récupérer la manne. Absolument. Et je pense qu'effectivement, on voit bien qu'aux États-Unis, ils sont déjà présents sur l'assurance santé. Google est déjà présent sur l'assurance santé. Tous sont plus ou moins en train de se positionner. Après, s'être positionnés sur les instruments de paiement, sur les instruments financiers. Le but après, c'est évidemment d'avoir une offre intégrée qui sera une offre banque plus service d'assurance plus effectivement service de suivi et de prévention sur les pathologies. Bon, ben on voit où ça va. Franck Lemeur, il représente quoi déjà ce marché mondial de l'e-santé? Alors, bonjour. Effectivement, les experts considèrent que la projection du marché de l'e-santé au niveau mondial, c'est à peu près 250 milliards de dollars de valorisation. Il y a déjà eu des évaluations qui ont été très fortes par le passé, il y a quelques années, avec l'essor notamment de tous les dispositifs connectés santé qui étaient plus ou moins produits d'ailleurs par des GAFA et d'autres industries. Il y a eu un effet mode aussi et de projection peut-être très optimiste. Aujourd'hui, quand même, on voit que de plus en plus de GAFA constituent des alliances, développent des projets ambitieux dans la santé, y compris avec l'industrie pharmaceutique ou les fabricants de médicaments traditionnels. Et comme le disait M. Benamou, effectivement, la data aujourd'hui est centrale dans les approches stratégiques de ces sociétés. La capacité de la traiter, de la stocker est clé et peut permettre effectivement un déplacement de la santé vers ce qu'on appelle les soins traditionnels, vers plus en plus demain de prévention numérique, d'anticipation, de détection, de fléchage. Je pense que les réseaux sociaux, on y voit beaucoup de menaces, mais il existe aussi des opportunités. Il y a eu notamment quelques rapports qui ont été faits en France, par exemple Healthcare Data Institute, sur l'usage des réseaux sociaux en santé pour parfois mieux flécher les informations chez les bons patients, chez les bons utilisateurs de ces outils. Est-ce qu'on peut évaluer à peu près les moyens qui sont aujourd'hui déployés par ces géants du numérique dans le secteur de l'e-santé ? Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont surtout deux types de moyens. C'est effectivement tout ce qui est autour de la data, avec notamment les clouds santé qui sont très importants. Vous
vous avez notamment le Amazon Web Service, qui est la partie la plus, parfois l'iceberg à cacher d'Amazon, mais c'est leur grosse activité, c'est le cloud, avec énormément de startups en santé ou de sociétés qui utilisent les services d'Amazon. Et vous avez évidemment des sociétés comme Microsoft, Google, qui ont leur propre cloud, notamment Microsoft Azure, dont on a entendu parler avec le... Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'industries de santé, industries traditionnelles, c'est-à-dire les medtech, ceux qui font du matériel médical, mais aussi les pharma, vont convergent, ont des alliances. Il y a quelques cartographies qui ont été faites par notamment Ernst Young sur ça, sur toutes ces alliances pour effectivement améliorer l'offre de soins à partir d'une meilleure connaissance des parcours patients, des données patients, des algorithmes de traitement de ces données. Et la pharma traditionnelle a recours de plus en plus à des partenariats, notamment avec les GAFA ou les Batix ou d'autres structures qui sont dans d'autres pays. Oui, géant du numérique, ça peut être américain ou chinois, tout à fait, c'est important de le rappeler. Ouais. Alors là, vous êtes déjà en train de nous projeter dans un présent futur, mais finalement, c'est presque historique, les investissements dans l'e-santé chez les géants outre-Atlantique, en tout cas. Oui, c'est assez ancien avec des succès divers, puisque effectivement on parlait de leur investissement sur ces sujets. Par exemple, aux États-Unis, Google a essayé de mettre en place un dossier santé qui a peiné à se mettre en œuvre. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites effectivement sur l'utilisation des données. À l'époque d'Obama, il y a eu un projet assez intéressant qui était d'analyser les données, en particulier pour les vétérans de l'armée américaine, pour essayer effectivement de développer, je dirais, des offres personnalisées dans ces domaines. Mais si on remonte encore plus en amont, chez Google, c'est arrivé très tôt, cette stratégie d'investissement dans l'e-santé pour la recherche. Absolument. Et il y a toujours eu une vraie... Alors certains diraient que c'est idéologique, oui, autour de la singularité. C'est là que je veux vous emmener. Je sentais venir la question autour de Ray Kurzweil, le chief... transhumaniste. Oui, transhumaniste assumé, oui. et qui effectivement a eu un poste, je dirais, qui n'est pas que honorifique au sein de Google et qui lui permet effectivement de déployer des projets. Il est vrai que se pose la question de l'orientation long terme des investissements dans ces domaines. Est-ce que l'on veut effectivement aller vers des possibles manipulations génétiques, des possibles interfaces neurales telles qu'en pratique un autre grand acteur, à savoir Elon Musk avec sa société, Neuralink. Par définition, je pense que s'opposeront des questions stratégiques et politiques, un peu comme s'en pose, tout à l'heure monsieur évoquait, sans le nommer, le Health Data Hub, donc, qui est hébergé par Microsoft, ce qui pose des questions nombreuses à l'heure actuelle. Par définition, est-ce que nos objectifs européens de santé, de couverture sociale, sont compatibles avec la vision telle qu'elle est déployée aux États-Unis d'hyperfléchage. Monsieur parlait tout à l'heure du fléchage vers les individus. Le vrai danger serait la couverture hyper individualisée du risque, c'est-à-dire en clair, effectivement, une remise en question totale de notre mode de protection sociale issu de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est vers ça que nous souhaitons aller? Là, c'est une question politique, ce n'est plus du tout technologique. C'est vraiment une question qui devra se débattre politiquement avec les Français, un peu comme on a débattu de la bioéthique il y a quelques années. Je pense que ça devra faire l'objet d'un débat politique. Est-ce que vous constatez des différences de stratégie entre les différents acteurs? D'un côté, justement, Google, on évoquait les projets historiques ou encore Neuralink, et puis de l'autre côté, Facebook, Apple, qui ont peut-être des approches différentes, ou Microsoft? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que Google, tout début, il y a quelques années, je crois à peu près 15 ans, avait pour grande stratégie l'immortalité. C'était vraiment ce qui relève un peu du transhumanisme. C'était d'ailleurs une feuille de route qu'ils avaient, qui était vraiment une forme de progrès ultime, qui était l'immortalité, en travaillant l'aspect santé, mais aussi le génome, enfin, les ambitions. Je pense qu'ils ont revu probablement un certain nombre de leurs ambitions. Ils sont plus aujourd'hui dans la donnée, le traitement, les algorithmes de données. Beaucoup de partenariats qui sont faits avec Google, Verily. Alors, des Sanofi en avait fait un, vous vous rappelez que ça partenariats et des rachats aussi. Beaucoup de rachats du côté de Google, dans les startups de la santé. Voilà, les réseaux sociaux, tout ce qui va être la data, l'utilisation de cette data, l'algorithmie autour de la data, c'est plutôt, je pense, l'on est la guerre. Vous avez peut-être les autres qui sont plus sur le stockage, le traitement des données. Et puis vous avez Apple qui est intéressant. Apple qui s'est toujours revendiqué d'être très hardware, a quand même aujourd'hui une trajectoire santé qui n'est pas forcément toujours avouée, mais à travers leur device, notamment l'Apple Watch, qui est comme un outil très complet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais cliniques dans le monde, et les essais cliniques sont de plus en plus, utilisent de plus en plus
d'objets connectés pour remonter plus vite les informations, pour traiter plus vite ces informations. Donc en fait, on a une numérisation de la santé. Après, effectivement, ça crée un certain nombre de débats, de menaces, de dangers, notamment par rapport à la privacy et par rapport à tout ça. Mais on y voit aussi beaucoup d'opportunités en santé, parce que vous savez, on sort d'une époque où on a trouvé beaucoup de solutions de santé sur les médecines de masse, les grandes pathologies, mais on voit aussi que grâce à ces capacités qu'offrent aussi ces géants du numérique, les possibilités d'aller beaucoup plus vite sur la mise à disposition, la mise au point de certaines entités, nouvelles entités, dans le génome, dans l'infectiologie, dans les vaccins, etc. Donc, il faut aussi regarder ce que permettent le savoir-faire numérique de ces sociétés peut être intéressant. Après, effectivement, il faut qu'il y ait effectivement, on est dans un univers qui est très réglementé. Je pense que la FDA et l'EMA font très attention à tout ça, ne serait-ce que sur les dispositifs médicaux, l'intelligence artificielle, la protection des données, le consentement. Mais pour autant, il faut voir que ces puissances de calcul, cette vague numérique, elle a des intérêts aussi pour trouver ou aider beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas trouvé de solution, des maladies rares, etc., la génomique. Donc il faut regarder aussi les aspects positifs de ces progrès numériques. Bernard Benamou, là-dessus, sur quand même les avantages aujourd'hui d'avoir des géants du numérique qui s'intéressent à l'e-santé. L'avantage serait d'avoir des géants européens qui s'intéressent à l'e-santé et qui soient capables d'y investir massivement. Mon problème étant que, comme nous en parlions, les objectifs stratégiques et politiques de certaines de ces sociétés ne sont pas superposables avec les nôtres. Donc notre problème n'est pas qu'un problème de régulation. Je vous rejoins tout à fait, monsieur. Je pense qu'effectivement, c'est un secteur très régulé. On le voit d'ailleurs, on parlait du Health Data Hub, qui a connu quelques démêlés récents en termes justement d'accréditation. Qui subit même un coup d'arrêt. Certains décrivent un coup d'arrêt, d'autres disent que c'est un ralentissement. Disons que c'est un mauvais signal envoyé quant à son devenir. Et surtout Mais pour autant, on en a besoin de ce Health Data Hub. Moi, je pense que l'idée est bonne. Ce grand projet de plateforme je de pense données que l'idée est bonne. La recherche pour la santé des Français. En IA. L'idée vient du rapport Villani, il faut le rappeler. C'est de ce rapport qu'était née l'idée d'une grande plateforme des données de santé pour développer des nouveaux savoir-faire en matière d'IA, en matière de santé. Donc l'idée est intéressante. Confier d'emblée, dès l'origine, day one, comme on dit, à un géant américain qui, de surcroît, est un grand acteur de la santé numérique et en particulier de l'intelligence artificielle en santé. Je rappellerai que Microsoft a racheté pour, je crois, 19 milliards de dollars la société Nuance, qui traite justement des algorithmes d'intelligence artificielle en santé. Donc il n'est pas du tout neutre, c'est pas du tout un hébergement, je dirais, classique. On est bien là sur du stratégique. Et donc par définition, pour nous, Européens, il nous faut développer ces savoir-faire et sur les objets connectés de santé, ce que rappelait monsieur, et je rappelle notre rapport que nous avons commis il y a quelques mois de cela sur Internet des objets et souveraineté numérique, dans le cadre, et qui est évidemment téléchargeable sur le site de l'Institut, qui revient largement... Vous pouvez le montrer si vous voulez. Je peux le montrer à l'image, je ne sais pas si... Voilà, qui est en français ici et en anglais de l'autre côté. Vous voyez, une double version. Et les deux versions sont disponibles évidemment en téléchargement sur le site. Par définition, je crois qu'il nous faut créer cette opportunité de créer la prochaine vague de technologies de la santé autour des objets connectés, autour justement de l'intelligence artificielle, qui soit porteuse de davantage de protection. Monsieur parlait de la protection de la vie privée, qui est l'angle mort de la vision américaine dans le domaine. Parce qu'on sait très bien que notre perception et la leur des questions de vie privée est totalement différente, voire incompatible. Donc, à un moment donné, je pense que pour développer véritablement en confiance, au niveau de l'espace européen, ces technologies, il faudra effectivement développer ça, pas simplement des régulations, mais bien aider à développer une politique industrielle de ce secteur, qui, je crois, est l'un des secteurs majeurs dans les années à venir pour les techs au sens global et en particulier pour les Européens. J'entends bien Bernard Benamou, mais c'est quand même la santé un secteur hyper régulé aujourd'hui où il est quand même très difficile d'innover rapidement. On l'a vu justement encore à l'occasion de la crise Covid-19. Comment Franck Lemeur... Respectueusement, je ne suis pas d'accord. Bon. Respectueusement, l'Europe a montré, en particulier au travers des vaccins, qu'elle était capable de participer activement à une révolution en termes de durée d'élaboration. C'est vrai que le vaccin Pfizer, c'est BioNTech, et donc c'est européen. Vous avez raison de le rappeler. Mais enfin, on a aussi... Et AstraZeneca était européen avant le Brexit. On a aussi beaucoup d'innovateurs, y compris dans la santé, qui viennent sur ce plateau ou même sur cette chaîne, sur Bismart, et qui nous expliquent quelle est la lourdeur des process pour faire aboutir une innovation dans ce domaine. Comment est-ce qu'on fait justement, Franck Lemeur, puisque c'est un peu votre sujet avec Tech2Med, pour concilier finalement un système qui est assez
protecteur, on pourrait même dire conservateur, avec la nécessité d'innover rapidement si on veut justement faire face à ces géants du numérique qui ne sont pas aujourd'hui en Europe. Oui, c'est créer le lien entre cette vague numérique qui est presque infinie en potentialité et le monde de la santé qui est très conservateur et très réglementé, et qui heureusement a certains garde-fous en matière de qualité, de niveau de qualité, d'exigence qui sont là. Je pense que toutes les agences se sont dotées maintenant de savoir-faire en termes de techniques numériques, d'intelligence artificielle et ont des recommandations là-dessus. Je pense qu'il y a tout. Le sujet des technologies de la santé, c'est souvent un problème d'utilisateurs et d'usagers. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de progrès technologiques qui sont apportés, mais souvent sur des choses plutôt simples, les prises de rendez-vous, le quotidien, les besoins fondamentaux. Par contre, c'est vrai que, par exemple, l'usage du numérique par un patient ou par des médecins au quotidien, ça c'est un sujet sur lequel on voit qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'acculturation, de connaissance, de défiance, notamment la défiance par rapport aux données, à la privacy. Il y a une intention positive. Est-ce que les gens vont aller déverser toutes leurs données de santé dans le nouvel espace numérique de santé? On verra. On voit en tout cas qu'il y a à la fois des protections des carcans, mais aussi il y a encore des barrières d'usage, des barrières de trouver des bénéfices. Moi, je dis toujours que la feuille de route de l'espace numérique de santé en France mettrait aussi de donner aux citoyens une visibilité sur quel progrès ça va leur apporter au quotidien dans leur vie, en termes de progrès de vie. Par rapport à ça. Le numérique peut apporter beaucoup. Pour revenir sur la question de l'Europe, je pense qu'en Europe, on a toutes les compétences. C'est une question d'échelle de moyens, parce que je discutais avec des acteurs comme Dassault Systèmes qui ont d'ailleurs investi énormément d'argent aussi dans le numérique en santé, dans la data. C'est une question de moyens. Je crois qu'on est face à des monstres financiers qui ont des milliards des milliards, quand ils mettent, nous on met 1 milliard, ils en mettent 20 fois plus. C'est ça qu'il faut regarder, c'est que l'Europe doit faire un effort de rattrapage probablement pour se remettre dans la course en tout cas à cette légitimité, à cette souveraineté. Ouais, alors c'est vrai que ça pose cette question. Est-ce que finalement on va construire la santé de demain, notre nouveau système de santé plus numérique en fonction des GAFAM, ou est-ce qu'on est capable de produire quelque chose d'innovant et à l'image finalement de l'approche européenne? Là, je ne serai pas un témoin, je serai un militant par rapport à cela. Et je pense que non seulement on en est capable, mais on le doit, si tant est que l'on réhabilite cette notion qui a été longtemps décriée de politique industrielle dans ce secteur. Et je pense que s'il est bien un secteur sur lequel l'Europe est légitime, parce que justement elle a des acteurs en santé, elle a d'extraordinaires chercheurs, on l'a vu encore pendant la pandémie, c'est bien effectivement ce secteur-là qui doit nous permettre d'être différenciants. Mais ça veut dire qu'il faut être ouvert à l'innovation aussi. Je pense qu'on peut l'être. Le vrai problème, monsieur le citait à l'instant, c'est qu'il faut au départ, évidemment, investir massivement et faire des choix. Et faire des choix, c'est ce que l'Europe, historiquement, a eu du mal à faire. C'est-à-dire qu'elle a eu plutôt tendance à faire du spread, donc du saupoudrage, que de dire il y a des secteurs prioritaires, la transition écologique, évidemment, et énergétique, la santé, les technologies financières dont on parlait, sur lesquelles l'Europe peut et doit être majeure, avec une offre qui sera différente, qui sera plus porteuse de protection, de confiance que ne le sont les GAFAM. On parlait de Facebook tout à l'heure. Facebook collecte des données de santé sur des personnes qui ne sont même pas abonnées Facebook. C'est-à-dire ce qu'on appelle les shadow profiles. Donc ça a été démontré, analysé, révélé lors des auditions au Sénat américain. On voit bien qu'il nous faut rétablir la confiance. Et s'il y a bien un secteur, et on le voit au travers de la pandémie, qui est ultra sensible en termes de confiance, c'est bien la donnée santé, le suivi du soin et effectivement le rapport avec le soignant. Et c'est tout le problème effectivement de ces plateformes qui effectivement, par exemple pour ce qui est des rendez-vous, sont là aussi hébergées par des grands acteurs américains, ce qui pose des questions effectivement à terme sur notre relation avec ces acteurs dans le cadre de la santé. En tout cas, si on peut agir plutôt que réagir, c'est encore mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Franck Lemeur, président de Tech2Med, et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. On part en pause et on se retrouve juste après pour découvrir une femme entrepreneur dans la tech.